Salut à tous, nous sommes de retour aujourd'hui le 8 lundi pour faire les commentaires ici sur la chaîne aujourd'hui. Eh bien, l'Iran a de nouveau frappé Israël qui frappait le Liban. Et c'est à nouveau le chaos. Et nous allons donc lire une nouvelle à ce sujet encore une fois, ici dans le nouveau décor que j'ai fait, n'est-ce pas? Le décor est tout nouveau maintenant, un beau décor, n'est-ce pas? Ce qui n'aide pas, c'est ma tête, je vais compenser, peut-être faire les vidéos avec un masque, peut-être, non. Comme Zangado, non. Mais bon, là, il est déjà trop tard, parce que vous connaissez déjà ma tête de toute façon, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Mais allons-y, arrêtons de bavarder ici et passons donc à la nouvelle. L'Iran frappe Israël pour la première fois depuis le cessez-le-feu d'avril. Igor Gello, soit dit en passant. Je l'apprécie en tant que journaliste de la Fola, il a sa position politique, mais c'est le genre de gars qui rapporte la nouvelle. Il dit ce qui se passe, il n'enjolive pas, il n'invente pas, il ne déforme pas, il dit ce qui se passe. Il rapporte ce qui se passe de manière très brute. J'aime ça. Je pense que pour la couverture internationale, c'est un des meilleurs journalistes du Brésil. Igor Gello. Bon, allons-y. Les forces iraniennes ont lancé ce dimanche 7 le premier tir de missile contre Israël depuis le cessez-le-feu, convenu en avril, entre Tel Aviv, Washington et Téhéran. L'action a eu lieu après qu'Israël a attaqué le Hezbollah dans la banlieue de Beyrouth. Également pour la première fois depuis la trêve qui avait suspendu la guerre lancée par Trump et Netanyahou le 28 avril. Avec cela, l'équilibre déjà fragile qui règne au Moyen-Orient est menacé d'implosion. La région connaît une guerre larvée où États-Unis et Iran échangent des attaques ponctuelles. Et les Israéliens contrôlent déjà 20% du territoire libanais, ce qui est inédit depuis l'occupation de 1982 à 2000. La nature de l'attaque de l'Iran, cependant, suggère une escalade mesurée. Au moins 3 salves de missiles ont visé des positions militaires israéliennes dans le nord d'Israël, d'où l'opération contre le Hezbollah est menée. La garde révolutionnaire a affirmé avoir ciblé la base aérienne de Hamat Davi. Donald Trump a déclaré sur Fox News « Vous avez tiré vos missiles, ça suffit, retournez à la table et faites un accord ». Selon l'armée de Tel Aviv, les 11 projectiles détectés ont été interceptés et il n'y a pas eu de dégâts. Donald Trump a appelé Benjamin Netanyahou et a dit qu'il allait lui demander de ne pas riposter, selon les médias israéliens. Le Premier ministre a ensuite rencontré le haut commandement de la défense sans qu'aucune décision n'ait encore été communiquée. Le président s'est plaint à Fox qu'il était prêt à signer l'accord lundi, mardi, mercredi ou même maintenant, et que maintenant, voilà ce qui se passe. Aucune preuve n'indique que l'accord était imminent, malgré l'intense activité récente et quelques échanges de tirs entre civils. Rivaux, ensuite le Financial Times, Trump a dit que Netanyahou n'aura pas d'autre choix que d'accepter un accord avec l'Iran selon les ministres israéliens les plus radicaux. Itamar Ben-Gvir, encore lui, n'est-ce pas? Encore cet Itamar-là? Il avait déjà dit, sur son ton habituel, que Téhéran brûlerait cette nuit. Avant cela, le négociateur iranien Mohamed Ghalibaf, le président du Parlement, avait répété la menace habituelle d'attaquer les bases américaines dans tout le Moyen-Orient. Il n'y a pas eu de rapport. Toujours aucune attaque contre Tel Aviv, Jérusalem ou des bases aériennes centrales et sud qui auraient montré la force de Téhéran. Alors qu'il tente de briser l'impasse des négociations avec les États-Unis, Trump les mène avec le même volontarisme que celui avec lequel le président américain a commencé la guerre. Appuyé par le Premier ministre israélien, le républicain a souvent menacé de relancer les attaques contre l'Iran, revenant sur ses déclarations. Mais jusqu'à présent, il n'a pas réussi à faire en sorte que la pression atteigne son premier objectif, celui de rouvrir le détroit. La voie, qui avant la guerre canalisait 20% du commerce mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié, a été transformée par Téhéran en une monnaie d'échange stratégique. En pratique, les Iraniens parviennent à imposer le péage qu'ils souhaitent pour le passage des navires à cet endroit. D'après l'accord négocié avec le soutien de pays arabes, le détroit rouvrirait et les hostilités cesseraient. Une période de 60 jours serait alors utilisée pour négocier les causes profondes de la discorde, comme la crainte que le programme nucléaire iranien aboutisse à une bombe atomique. Ce qu'il a confirmé après que le rapport a fuité dans la presse américaine. Ensuite, Netanyahou a tenté de dire qu'il ne s'agissait que d'une divergence. Normal. Et conscient que Trump ne peut pas se passer de son plus grand allié au Moyen-Orient. Au milieu d'une situation aussi tendue, l'État juif a poursuivi sa route. Les attaques de ce dimanche qui ont provoqué la riposte de l'Iran étaient aussi les premières depuis le cessez-le-feu contre une région majoritairement chiite au sud de Beyrouth, qui est densément peuplée. Selon les forces de défense israéliennes, l'action répondait au lancement de roquettes contre le nord d'Israël.
Pour le reste, une routine quotidienne. Depuis le cessez-le-feu, les Israéliens comptent plus de 3500 projectiles tirés sur ce front. Les militaires de Tel Aviv poursuivent leurs opérations dans le sud du Liban, franchissant la barrière du fleuve Litani, habituellement frontière de la zone tampon entre leurs forces et celle du Hezbollah lors des précédentes tentatives de paix. Ce dimanche, Israël a émis une alerte demandant l'évacuation des habitants sous le feu dans le sud voisin. Sur un autre front du conflit au Moyen-Orient, des attaques militaires israéliennes dans la bande de Gaza ont tué au moins 9 personnes et en ont blessé 20 autres. Un bombardement a touché un poste de police contrôlé par le Hamas, à côté d'un grand camp de tentes abritant des familles déplacées à Khan Younes dans le sud du territoire. Bon, ici, il va déjà aborder la question du Hamas, qui nous intéresse particulièrement, puisque le sujet sort déjà du cadre géopolitique, n'est-ce pas ? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment ? Ce que beaucoup de gens n'ont pas remarqué, c'est qu'il y a une lutte de pouvoir très importante aux États-Unis. D'accord, pourquoi ? Une autre nouvelle est également sortie où le Pentagone a accusé Israël d'être la plus importante présence de renseignements étrangers aux États-Unis, les présentant comme une menace pour les États-Unis. En termes de collecte de renseignements, c'est intéressant parce que Israël est en effet la plus grande présence de renseignements étrangers aux États-Unis. Personne n'espionne autant les États-Unis qu'Israël. C'est un sujet assez controversé aux États-Unis, mais c'est intéressant que le Pentagone maintenant, même si c'était déjà connu depuis longtemps, vienne publiquement en parler. Mettre cela comme une source de préoccupation pour les États-Unis, parce qu'avant, on fermait toujours les yeux sur cette situation. Et que se passe-t-il en ce moment ? D'accord ? C'est que nous avons aux États-Unis 2 forces très puissantes qui se battent, qui luttent entre elles concernant la position des États-Unis. Du côté d'Israël, nous avons les partisans d'Israël, qui veulent que les États-Unis fassent tout pour défendre Israël. Évidemment, ce groupe est soit soutenu par Israël, soit soumis à un chantage. Allez savoir, mais bon, ils sont pro-Israël et nous avons un autre groupe qui veut dire au revoir à Israël. Nous devons nous concentrer sur d'autres domaines qui sont dans notre intérêt. Comme déjà mentionné, l'Amérique latine, le Pacifique et l'Arctique sont les 3 grandes priorités géopolitiques des États-Unis. Et ces forces sont en mouvement, et au milieu de tout ça, d'accord ? Un projet de loi a été adopté au Congrès américain, ce qui est très intéressant. Ici au Brésil, je n'ai vu personne en parler dans la presse. Peut-être qu'une chaîne l'a mentionné, mais je ne regarde plus la télévision. Dans la presse, je n'ai rien vu. Et là-bas, aux États-Unis, on en fait beaucoup de bruit en disant que c'est une augmentation de la coopération militaire entre les États-Unis et Israël, qui va impliquer un échange d'équipements militaires, d'informations, de renseignements et de technologies, à un niveau bien plus élevé que ce qui existe actuellement, d'accord ? C'est un niveau de coopération tellement profond que beaucoup disent que c'est pratiquement une fusion des forces armées, et cela a été adopté comme projet de loi. Malgré l'opposition farouche justement de la faction anti-Israël, il n'est pas exactement clair quelle est la position de Trump. S'il fait partie de cette faction pro-Israël, s'il fait partie de la faction qui essaie d'écarter Israël, et cette faction, disons, essaie de s'éloigner d'Israël. Technocrate, mais ce n'est pas tout noir ou blanc. Il existe un groupe de technocrates pro-Israël, mais ils ne sont pas tous ainsi. C'est aussi très flou, c'est très confus, mais ce qui importe, c'est que nous avons ces 2 factions. Soit dit en passant, ceux qui connaissent l'histoire des États-Unis savent qu'ils ont toujours oscillé autour de disputes de factions pour le pouvoir. Et parfois, il arrive un moment où vous ne savez pas exactement qui dirige les États-Unis. Ce n'est pas nouveau, laissez-moi agrandir mon visage ici pour qu'on ait une conversation sympa. D'accord ? Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas une nouveauté, parce qu'il y a plusieurs groupes qui ont une influence politique, une influence économique, et qui convergent à un moment donné, puis se séparent à un autre moment et influencent le gouvernement américain. Le président, ou alors à un autre moment le Sénat puis le Congrès, puis ça revient au président et ils rompent. C'est très chaotique et difficile. Ce n'est pas nouveau, comme je l'ai dit pendant la guerre, la crise des missiles en 50-52. Cela a été un problème pour les soviétiques, car les soviétiques ne savaient pas qui était aux commandes. Ils ne savaient pas exactement qui prenait les décisions à Washington, si c'était Kennedy lui-même ou si c'était un autre militaire. Des partisans de la ligne dure voulaient envahir Cuba, risquant une guerre nucléaire, tandis qu'un autre général s'y opposait. Donc les soviétiques ont eu ce problème, et ce problème est une certitude dans la politique des États-Unis.
Ce chaos est quelque chose de courant dans le gouvernement américain, et c'est ce que nous voyons maintenant. D'accord ? Concernant ce projet de loi, je vais brièvement vous présenter l'esquisse que j'ai faite ici, qui est essentiellement la disposition, la section 224 du projet de loi sur la défense des États-Unis, le NDAA 2026, qui a été approuvé par la Commission, par le Comité des services armés de la Chambre des États-Unis. Ce n'est pas une fusion complète des armées. D'accord ? Juste pour que ce soit clair, mais c'est une augmentation brutale. Ce serait la plus grande augmentation de la coopération militaire, du renseignement et de la technologie des États-Unis de tous les temps, d'accord ? C'est pour cela qu'il est très controversé. Ce n'est pas seulement parce que c'est avec Israël, hors de l'orbite géopolitique des États-Unis, mais aussi parce que c'est le plus grand jamais réalisé. Et les Américains ont pour tradition, depuis George Washington, de ne pas s'engager dans ce genre de situation par une loi qui pourrait compliquer les États-Unis et les obliger à entrer dans une guerre dans laquelle ils ne veulent pas s'engager. N'est-ce pas ? Les États-Unis sont malins, n'est-ce pas ? Et, soyons honnêtes, ils ont raison, n'est-ce pas ? C'est dans leur intérêt. Mais en gros, cela nomme un agent exécutif au Pentagone, pour coordonner la coopération militaire avec Israël de manière plus approfondie. Regarde le niveau, regarde ce que c'est. Renforçant les liens opérationnels avec le partage de technologies et de renseignements, comme je l'ai dit, et beaucoup de gens disent que cela frise la trahison. Adopter cette loi, c'est de la trahison. Ce serait un cas d'agression directe contre la souveraineté américaine, d'accord ? La section 224 a été adoptée récemment, le 4 juin, et elle est également controversée car elle s'inscrit dans ce contexte de guerre que nous voyons actuellement. Mais nous ne pouvons pas oublier les scandales, encore une fois, les scandales d'Epstein. Ce comité ayant approuvé la loi, elle doit maintenant passer par le Congrès, puis être sanctionnée par le président, n'est-ce pas ? Et il peut subir des modifications à tout moment. Mais le fait qu'il ait été approuvé par ce comité maintenant, en ce moment de guerre et au milieu des scandales d'Epstein, qui n'ont pas encore été oubliés, et il a été très clair que Epstein, très probablement, disons avec 98% de chance, il travaillait avec le Mossad pour pouvoir exploiter des personnalités de premier plan ou des figures politiques aux États-Unis. Cela place cette section dans une situation qui est polémique. On ne peut pas nier que c'est polémique car cela alimente clairement les théories selon lesquelles les sionistes dominent les États-Unis, etc. Je ne vais pas entrer dans cette discussion, mais cela ne va pas dans le sens de ceux qui disent que c'est des bêtises parce que, regardez l'ampleur. Il met donc essentiellement en place la création d'un agent exécutif, qui serait un secrétaire, une personne nommée par le secrétaire à la défense des États-Unis. Dédié uniquement et exclusivement à synchroniser les efforts militaires conjoints des États-Unis et d'Israël. C'est-à-dire Israël sera au courant de tout ce qui est fait militairement par les États-Unis. D'accord ? Ainsi que, évidemment, l'inverse, mais c'est plus intéressant pour Israël. Ce « et » signifie coordonner les efforts dans tout le département de la défense, y compris la recherche, l'acquisition d'équipements et l'intégration. Beaucoup disent que cela va lever tout le secret des forces armées américaines, du développement technologique ainsi que de leurs mouvements. Et si cela va en Israël, on ne sait pas où cela peut finir. Et il ne faut pas oublier qu'Israël a des liens profonds avec la Russie. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce n'est pas non plus quelque chose de très clair. Ce n'est pas clair, ils ne sont pas vraiment alliés, mais ils ne sont pas non plus ennemis et au fond, ils flirtent beaucoup l'un avec l'autre, d'accord ? La Russie avec Israël. C'est pour ça que je dis... Ceux qui utilisent le petit drapeau d'Israël et de l'Ukraine sont perdus, parce qu'Israël est beaucoup plus proche de la Russie que de l'Ukraine, n'est-ce pas ? Cela favorise la coproduction, les stocks conjoints, les licences et la fabrication aux États-Unis de technologies israéliennes, y compris la controversée intelligence artificielle, d'accord ? La technologie israélienne entre dans les programmes de recherche américains, financés par de l'argent américain, maintenant plus, disons, de manière secrète, mais avec une recherche publique. D'accord ? Après que cela se produise, même le personnel de la technologie israélienne pourra participer au programme de technologie américain. Développement technologique américain. Regarde l'ampleur de l'affaire, du trou que cela peut devenir. Donc cela peut rendre les États-Unis dépendants de composants israéliens dans des systèmes critiques. Au moment où les États-Unis essaient de réduire leur dépendance à des forces extérieures.
parce qu'ils ont vu que leur secteur de développement d'armes est très risqué. Ils dépendent de beaucoup de pays qui ne sont pas vraiment des alliés, surtout de la Chine, à cause des terres rares, et aussi pour d'autres puces, du matériel, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Eh bien, et cela concerne spécifiquement des domaines, dans les domaines qui sont explicitement mentionnés dans cette recherche, dans cette coopération. D'accord? Intelligence artificielle, recherche quantique, apprentissage automatique, systèmes autonomes, cybertechnologie, biotechnologie, regardez l'ampleur du problème, n'est-ce pas? Recherche impliquant l'énergie dirigée, c'est-à-dire des armes laser, d'accord? Fusion de données et intégration de réseaux. Des systèmes informatiques. Cela évidemment suscite des inquiétudes parce que, comme je l'ai dit, en réunissant les données des deux pays, il n'y a plus rien qui soit secret aux États-Unis que les Israéliens ne vont pas savoir, n'est-ce pas? Et bon, il convient aussi de rappeler que lorsqu'il s'agit de recherche en biotechnologie, Israël n'a pas signé le traité de non-prolifération des armes biologiques. Israël n'a pas signé la Convention sur les armes biologiques, contrairement aux États-Unis, ce qui lui permettrait de développer de nouvelles armes biologiques. Sur le territoire américain, avec des scientifiques américains, avec un budget américain, sans enfreindre la loi, les États-Unis peuvent, sans enfreindre la loi, ce qui serait aussi très bénéfique pour Israël. D'accord? Aujourd'hui, l'aide que les États-Unis apportent à Israël, elle est visible. Les États-Unis réallouaient à Israël quelques X milliards pour aider l'armée israélienne. Israël. À partir d'ici, de cela, si cette loi passe, cela entrera aussi dans le budget secret. Et là, on ne sait même pas combien ira pour développer quoi. On ne sait même pas quoi non plus. C'est le chaos ici. Alors, vous vous rendez compte de l'ampleur du risque d'influence que cela représente. Et bien sûr, les Américains, non, une grande partie d'entre eux n'aiment pas ça, surtout parmi la population. Mais comme je l'ai dit, il y a plusieurs populations. Des forces au sein du gouvernement américain cherchent à gagner en influence, certaines tentant d'écarter Israël des intérêts américains en se concentrant sur les 3 domaines prioritaires déjà évoqués. Le Pacifique est la principale zone d'intérêt futur des États-Unis, où tout semble réuni pour un affrontement avec la Chine. Donc en fait, Trump n'arrive pas à se retirer de la région du Moyen-Orient. D'accord, qui politiquement n'est déjà plus intéressant pour les États-Unis. Sans partir avec l'image d'un vaincu. Parce qu'en ce moment, politiquement, ceux qui ont tous les atouts en main, ce sont les Iraniens. J'ai entendu dire que la direction iranienne était décimée, que les Iraniens étaient en fini et complètement dépassés. Mec, encore une fois, tu vois, et bien sûr, ce sont des chaînes d'ici au Brésil, et aussi des chaînes américaines. Et là, c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Les Amériques dans leur ensemble, du Canada jusqu'à la pointe du Chili, ne comprennent pas l'Eurasie. L'Afro-Eurasie, pour être plus précis, pas seulement l'Eurasie, mais l'Afro-Eurasie, ils ne comprennent pas. Donc, dans la tête des Américains, et quand je dis encore une fois Américains, j'inclus nous les Brésiliens, les Mexicains, les Chiliens, les Argentins, les Boliviens et tout le reste, ils n'arrivent pas à comprendre le concept de rivalité civilisationnelle. Alors, ils pensent qu'on gagne une guerre en neutralisant les dirigeants ou en bombardant et en tuant, et ils pensent que c'est une compétition sportive, celui qui tue le plus gagne. Voilà ce qui s'est passé ces dernières années. Où l'Occident gagne même militairement, mais à long terme ou à moyen terme, il est parfois vaincu politiquement et économiquement. Donc c'est de l'analphabétisme anthropologique, géopolitique et historique de la part de nous, les Américains, qui ne comprennent pas encore le concept civilisationnel, et c'est ce qui se passe là-bas avec l'Iran. N'est-ce pas? L'avantage de l'Iran là-bas, c'est que les Iraniens voient dans cela comme une lutte civilisationnelle, une lutte pour leur existence. Ils peuvent tuer autant d'ayatollahs, de chefs militaires qu'ils veulent, cela ne changera pas la position de l'Iran. Et en ce moment, ils parviennent à imposer leur volonté sur le détroit d'Ormuz. Point final. Il n'y a rien à discuter. Et il faut rappeler que les États-Unis sont là, regardant depuis Cuba où ils veulent montrer leurs muscles pour obtenir une victoire. Ils ont besoin de montrer une victoire, mais ils n'arrivent pas à quitter la région d'Ormuz à cause des Iraniens. Donc c'est une situation tendue, c'est une situation polémique. Les Iraniens apprécient la situation même s'ils ont, d'un point de vue militaire, subi des revers. Ce ne sont pas des revers suffisants pour les faire perdre la guerre. C'est ça le point.
Et ils savent que les États-Unis n'envahiront pas l'Iran par voie terrestre, ce qui serait la seule façon d'obtenir un changement de régime, n'est-ce pas? Ou ils pourraient jamais changer le régime. Ce serait la seule façon par une invasion terrestre. Et ils savent que cela n'arrivera pas, d'accord? Donc ils repoussent cela et ils apprécient la situation. Ne doute pas que la Russie et la Chine encouragent là-bas, qu'elles donnent du carburant aux Iraniens. Vas-y, continue, tu as tous les atouts en main et tu n'en aurais même pas autant besoin, mais il est très probable qu'ils soient aussi impliqués. Et les Iraniens arrivent à imposer leurs conditions, et si les États-Unis se retirent maintenant de cette situation, toute la région du Moyen-Orient sera entre les mains des Iraniens. Même après avoir subi les défaites qu'ils ont subies, parce que les Iraniens ont développé une forme de guerre asymétrique menée par un État, à un niveau que nous ne connaissons pas encore ici en Amérique. D'accord ? Les États-Unis peuvent-ils gagner une guerre contre l'Iran ? S'il y avait une vraie guerre, oui, mais ça n'en vaudrait pas la peine, encore une fois, parce que le Moyen-Orient n'est pas la région d'intérêt géopolitique des États-Unis et il leur faudrait du temps pour redéployer les troupes nécessaires pour envahir l'Iran. Et il faudrait énormément de temps pour y déployer entre 600 000 et 800 000 soldats, peut-être même plus, n'est-ce pas? Et il faut rappeler, on ne peut pas oublier, la dette américaine qui ne cesse de croître de façon colossale. Et si les États-Unis entrent en guerre, alors tu sais où ça va mener, n'est-ce pas? Donc c'est un scénario qui n'est pas politiquement favorable aux États-Unis. Militairement, je n'ai aucun doute, avec du temps. De façon colossale, et si les États-Unis entrent en guerre, tu sais où cela mène. Ce scénario n'est pas politiquement favorable aux États-Unis. Militairement, il n'y a aucun doute, ils gagnent. Mais politiquement, ils ne gagnent pas, il n'y a aucun moyen pour eux de gagner dans le scénario actuel. Mais bien sûr, cela va évoluer avec le temps. Nous ne pouvons jamais sous-estimer les États-Unis dans le contexte actuel. Mais bien sûr, cela évolue avec le temps, nous ne pouvons jamais sous-estimer les États-Unis, même pas-t-elle. Quand j'ai parlé des factions qui se disputent le pouvoir chez eux, cela semble mauvais, pour un Brésilien c'est choquant, il trouve cela horrible, mais c'est un avantage américain. Cette dispute constante, ces frictions permanentes. Cette volatilité des forces internes aux États-Unis donne du dynamisme aux États-Unis. Elle leur confère une très grande capacité d'adaptation. De sorte que, lorsqu'ils sont bloqués dans une situation très ingrate, ils parviennent à trouver des alternatives. Des solutions alternatives beaucoup plus facilement qu'un pays qui n'est pas aussi dynamique, qui est plus centré, comme par exemple la Russie, d'accord? Alors ne sous-estimez pas les États-Unis, voyons ce qui va se passer. Mais l'important, c'est que nous devons faire attention dans les prochains mois. C'est de savoir si cette loi va passer, parce que cela aura un poids énorme sur l'avenir des États-Unis. D'accord ? Merci à tous, j'espère que ça vous a plu, partagez la vidéo et si vous aimez cette chaîne, devenez membre. Cette chaîne n'existe que grâce aux membres. Sans les membres, il n'y a pas de Geopolitica mondiale. Malheureusement, la monétisation de la chaîne est très faible, donc ce sont les membres qui portent cette chaîne sur leurs épaules. Et en échange de votre adhésion, vous aurez accès à des séries exclusives, des cours exclusifs de géopolitique et des lives exclusives. Pour ma part, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live, mais je vais en faire une bientôt parce que j'étais en plein dans le désordre, dans le déménagement, voilà. Mais en échange de votre soutien pour maintenir la chaîne en vie, vous avez aussi accès à ce contenu exclusif. D'accord les amis ? Merci beaucoup, à bientôt et à la prochaine vidéo.